Dans cette vidéo, dont tu peux voir le titre, si tu veux te sentir bien, recherche l'état de flow, je vais donc aborder une première question concrète pour la démarrer qui est la suivante, c'est est-ce que tu te sens heureux? On est d'accord, c'est une question très générale à laquelle les gens vont répondre de façon assez variable, selon le moment où on leur pose la question par exemple. On peut faire des tests de 0 à 10, comment vous vous sentez heureux, etc. Et c'est même étudié par des économistes. Ça renvoie évidemment à une question importante, qui est la notion de bonheur, qui a été étudiée par les philosophes depuis le début de l'Antiquité, mais également donc, tout au long des siècles par plein de disciplines, et notamment la philosophie. Au XXe siècle, la psychologie va s'emparer de cette question et essayer d'y répondre. Et là, justement, dans cette vidéo, je voudrais te présenter le travail qui est fait par un psychologue hongrois mais qui vit aux États-Unis et qui s'appelle donc Mihaly Csikszentmihalyi. Alors c'est assez difficile à prononcer, donc maintenant je dirais Mihaly qui est son prénom pour le signaler. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est posé donc la question du bonheur et sa démarche a été la suivante, c'est de se dire que finalement je vais analyser les expériences vécues par les individus. Donc toute son analyse repose sur cette question de finalement quel type d'expérience vivent les individus. À partir de là, il a construit une grille qui repose sur deux axes en quelque sorte. Alors je te montre la grille qu'on peut déduire de son travail. Donc on va avoir un premier axe qu'on voit ici, donc qui repose sur le degré de maîtrise. C'est-à-dire que quand je réalise une activité, je peux avoir un degré de maîtrise assez élevé, c'est-à-dire je peux être très compétent et performant pour réaliser cette activité, ou au contraire, je peux avoir, par rapport à une activité donnée, donc une maîtrise plutôt faible. Inversement, on a un deuxième axe qui est le degré de difficulté. La tâche peut être d'une difficulté plutôt faible, très simple à réaliser, au contraire avoir une difficulté, enfin un degré de difficulté beaucoup plus élevé. Donc une fois qu'on regarde ces deux variables, ce qu'on constate, et c'est intéressant, c'est que donc on a une première variable et une deuxième, et quand on les croise, on se retrouve avec trois grandes possibilités assez caricaturales. Et c'est celle que je vais reprendre maintenant. On peut donc distinguer quatre types d'expériences. Et ça, c'est vrai de n'importe quel individu à n'importe quel moment. Même, je dirais, tu peux te poser la question dans la journée que tu viens de passer, quel type d'expérience tu as vécu, dans quelle situation tu te retrouvais. Est-ce que tu étais plutôt ici, ici, ici ou ici? Ok. Alors maintenant, on va décrire donc les quatre types d'expériences. Donc la première, il n'y a pas d'ordre, c'est un peu aléatoire. La première, c'est la situation suivante. C'est une situation où tu es très compétent pour réaliser cette activité, et en revanche, l'activité réalisée est très simple. Donc en fait, tu te retrouves surcompétent par rapport à l'activité que tu réalises. D'accord. Ce qui va caractériser typiquement ce genre de situation, c'est une situation d'ennui, où tu vas vraiment t'ennuyer parce qu'en gros, on te fait faire quelque chose, tu fais quelque chose pour lequel tu es surqualifié. Donc c'est souvent très peu gratifiant. Alors si on doit donner des exemples, les exemples, par exemple, pour un grand chef de cuisine, tu lui dis de cuisiner des œufs cuits durs. C'est évident que voilà, quand on est un grand chef, on sait faire des plats sophistiqués. Si on se retrouve à faire des œufs cuits durs, on va se retrouver dans une situation typiquement d'ennui. Alors ça peut être vrai d'un cuisinier qui est recruté, je sais pas, dans un grand restaurant où on divise fortement le travail, puis on lui fait faire que des plats super simples, alors que lui il est capable de faire des plats compliqués. Donc on va se retrouver typiquement ici dans une situation d'ennui, parce qu'en fait on lui fera faire des choses qui sont trop simples par rapport à ce qu'il pourrait faire. Et donc c'est très ennuyeux. Inversement, enfin, autre exemple plutôt, imaginons tu as un skieur expérimenté et on te fait faire toute la journée des pistes vertes. C'est évident qu'au bout d'un moment, tu vas tu vas t'ennuyer là aussi parce que bon voilà, tu as un niveau de ski qui fait que tu peux aller sur toutes les pistes, les rouges, les noirs, les bleus, les vertes, et on te fait faire les plus simples toute la journée. Dernier exemple, je sais pas, on te fait faire un exercice de maths que tu as vu dès la sixième, et on te le fait faire encore en troisième. On est d'accord, au bout d'un moment, ça va te saouler. Et donc, en fait, quand on est dans cette situation, on va souvent être démotivé. On va faire la tâche, mais on la fait de façon un peu contrainte et forcée. Donc, on est d'accord, si je prends ce premier cadran ici,
c'est pas une situation que l'on doit rechercher. Hein, c'est pas très agréable pour l'individu. Alors maintenant, deuxième situation, où là, je dirais que c'est la situation opposée. C'est-à-dire que on a un degré de difficulté élevé, donc la tâche à réaliser n'est pas simple, d'accord. En revanche, on n'est pas compétent, enfin on n'est pas très compétent pour réaliser cette tâche. Donc là, c'est strictement l'inverse. Donc là, on va passer de l'ennui à une situation de stress. En effet, hein, on se retrouve à devoir faire quelque chose pour lequel on n'a pas vraiment les compétences. Donc ça nous met en tension très très forte. Si je prends des exemples, si je reprends l'exemple du ski, voilà, j'ai jamais skié et on peut faire une piste noire. Voilà, je risque de me retrouver par terre très souvent, je vais même me faire mal, enfin ça va être très démotivant. Je sais pas, vous êtes en sixième et vous tombez sur un prof qui vous fait faire des dissertations. C'est évident que là aussi, voilà, si l'objectif est beaucoup trop ambitieux par rapport à ses capacités, on va se retrouver en difficulté. Ou vous débutez le piano et on vous donne une partition très compliquée à jouer qui n'est pas du tout de votre niveau. Donc là, on va se retrouver donc, dans une situation à nouveau plutôt négative, hein, pour une raison simple, c'est que là, cette fois, on n'a pas les compétences. Et au passage, c'est très démotivant aussi parce qu'on a l'impression d'être nul. Hein. Surtout si c'est ce qu'on nous propose ici est considéré comme normal et que nous, on n'a pas les compétences. Donc là, ça va être vraiment vécu comme finalement, on est nul, on n'est pas capable de réussir. Alors, troisième type maintenant de tâche, c'est une tâche ou une activité où le degré de difficulté à réaliser la tâche est faible et notre compétence pour réaliser est faible. Mais je dirais qu'elle est adaptée, elle est proportionnée. Alors, si on doit donner des exemples, je sais pas, par exemple, éplucher des pommes de terre, hein, on doit le faire. Je sais pas, faire la vaisselle. Il y a plein d'activités qui ne nécessitent pas une compétence élevée et qui sont d'une difficulté aussi relativement mince. C'est le vrai d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de tâches ménagères. On n'a pas envie de les réaliser, mais il faut quand même les faire. Elles ne demandent pas une compétence très grande, mais quand même, voilà, il faut les faire. Mais après, c'est vrai également de tout le temps qu'on a tendance à passer sur les réseaux sociaux. Le temps que vous allez passer à regarder des vidéos de chats, hein, par exemple sur YouTube, ou à regarder sur Instagram des profils voilà, de gens je sais pas, qui font des selfies, ou enfin bon, peu importe, le temps qu'on va passer sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur TikTok, sur Facebook pour les plus âgés, tout ce temps-là, même quand le contenu, je dirais, est un contenu par exemple de type information, on va quand même souvent être dans la situation ici, c'est-à-dire que, ok, j'ai regardé un flux d'informations simple, parce que c'est souvent des formats courts hein, sur les réseaux sociaux. Je scrolle de l'un à l'autre. Ça ne me demande pas une grande compétence. C'est pas très compliqué à faire. Mais souvent ici, on va se retrouver avec quelque chose également qui est peu gratifiant, dans la mesure où on n'en retire pas grand-chose parce que voilà, on a fait des choses répétitives, un peu simples, et c'est donc un problème là aussi. Alors on en vient à la quatrième type d'activité, et c'est la fameuse activité que Mihaly va appeler le flow. Le flow, c'est quoi? C'est en fait quand vous faites quelque chose qui est assez difficile, ok, hein, la compétence est élevée, hein, puisqu'on est ici, mais qui correspond à une compétence de votre part qui est plutôt élevée. Donc là, quand on croise les deux variables, hein, donc on réalise une tâche plutôt complexe dont on a les compétences. Si on doit donner les exemples, hein, si je prends par exemple en musique, hein, c'est voilà, vous avez un niveau donné en guitare et on va te faire jouer un morceau un peu plus compliqué. Et bien typiquement, là, tu as un degré de performance élevé, tu sais déjà jouer de la guitare, et là, on va passer à un morceau plus complexe. Et donc, ça va te stimuler. Et là, on est typiquement donc, dans ce genre de cas de figure. Ça va être la même chose, par exemple, si vous faites, je sais pas, de la marche en montagne, vous allez essayer d'atteindre un sommet un peu plus élevé que ceux que vous faites habituellement. Pareil en cuisine. En cuisine, vous maîtrisez déjà pas mal de plats, vous essayez un plat un peu plus compliqué que d'habitude. Donc en fait,
on a ici une situation particulière où la personne en fait va se retrouver à réaliser une tâche assez complexe, mais dont elle a l'essentiel des compétences. Et même si elle ne les a pas toutes, elle peut par un effort les obtenir. Alors, maintenant, c'est intéressant de voir plus précisément, quand on regarde ce que dit Mihaly, le psychologue dont je vous parlais, qu'est-ce qui caractérise l'état de flow. Et en fait, lui, dans un de ses livres, il dit qu'il y a 8 caractéristiques de l'expérience optimale. Alors, pour que ce soit plus concret, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui fait de la marche en montagne, juste pour illustrer plus concrètement. Alors, le premier point, la tâche entreprise est réalisable, mais constitue un défi et exige une aptitude particulière. Donc là, voilà, je dois faire un sommet. Voilà, donc moi, je suis là. Et je dois faire ce sommet. Et il est possible de le faire, mais attention, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Ce n'est pas aussi simple que ça de le faire. Et voilà, il faut être assez entraîné pour arriver jusqu'en haut. D'accord. Donc une activité de flow, c'est quelque chose qui est jouable, mais qui demande quand même des efforts et une certaine compétence. Deuxième caractéristique, ça exige une concentration profonde et qui absorbe et canalise l'attention. En effet, si je veux monter comme il faut ma montagne, là, il va falloir que je fasse attention parce qu'il peut y avoir des obstacles, je sais pas, des endroits qui sont glissants, des rochers à escalader, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment, faut être focus. C'est-à-dire que c'est une activité de type flow va demander une forte concentration et une focalisation très forte. Cette concentration est rendue possible parce que l'activité a un but précis bien compris. Donc là, ça, c'est très important. On a d'autant plus une activité de flow qu'on connaît l'objectif, c'est arriver au sommet. Donc moi, je démarre ici, mais je sais que mon objectif, il est là. Donc on a une vision assez précise de qu'est-ce qui fait la réalisation de l'activité de flow. Quatrième caractéristique, l'activité donne lieu à un feedback immédiat quand on sait quand le but est atteint, l'activité ayant un sens pour elle-même. Donc là, c'est assez simple, c'est toujours la même idée, c'est que en fait, une activité de flow, on sait immédiatement si on a réussi ou pas. C'est-à-dire que quand je suis là, je vois bien si j'ai réussi à aller là, je sais pas, s'il faut 1 heure pour arriver là, je vois 1 heure plus tard si je suis là ou pas. Donc là, c'est une activité où on connaît bien l'objectif, mais on a aussi un feedback au fur et à mesure qu'on avance pour savoir si on y arrive ou pas. Cinquième caractéristique, on agit en s'impliquant complètement, mais sans vraiment ressentir l'effort comme quelque chose de douloureux. On n'est plus conscient des soucis, des frustrations de la vie quotidienne. Donc là, c'est assez intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que pendant que je suis en train de monter à mon sommet, en fait, je suis tellement concentré sur mon objectif, sur ma marche, que finalement, les efforts que je fournis, je les ressens pas. Parce qu'en fait, je suis concentré sur alors à la fois sur ce que je suis en train de faire, de monter, et par rapport à mon objectif final. Et c'est vraiment des situations que vous avez tous, que n'importe qui a vécu, et notamment quand tu fais quelque chose qui te plaît beaucoup, on s'aperçoit que n'importe qui est capable de fournir des efforts très importants quand il est dans ce type d'activité. Sixième caractéristique, on a le sentiment d'exercer un contrôle sur son action et non pas d'être contrôlé par elle comme dans le cas d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Oui, en effet, là, on va avoir des obstacles, donc on va réfléchir comment on les surmonte, on va prendre un chemin, par exemple, on va faire, je sais pas, on va être à un endroit, s'il y a 3 possibilités, 1, 2, 3, voilà, je vais éliminer la 2, je vais réfléchir, je vais éliminer la 3, puis je choisis la 1, et puis je continue à avancer, etc. Donc on a vraiment l'idée ici qu'on est concentré et conscient de ce que l'on fait. Septième caractéristique, le souci de soi disparaît, mais paradoxalement, le sens de soi se trouve renforcé après cette expérience. Alors en effet, imaginons, avant, je suis comme ça. Pendant, en fait, je suis pas concentré sur moi. Je suis vraiment concentré donc sur ce que je suis en train de faire et sur ma montagne. Et après, j'ai une forte conscience de moi. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai réussi à aller en haut.
Et donc je prends conscience de tout ce que j'ai fait. C'est un sentiment d'autosatisfaction qui est important. C'est-à-dire n'importe quelle personne, je reviens en arrière pas mal, mais n'importe quelle personne qui fait une activité ici a tendance à être satisfaite parce qu'elle a réussi quelque chose qui était difficile et qui demandait une maîtrise élevée. Et si elle y est arrivée, ben justement, c'est une forte source de satisfaction. D'accord. Donc le paradoxe, c'est qu'on s'oublie pour réaliser son activité, on est concentré sur elle, et quand on a fini l'activité, par contre, on a un sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important, une mission hein, qu'on s'était donnée, et c'est très très agréable et très gratifiant. Enfin, une huitième caractéristique, et on peut comprendre que c'est assez logique par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, le sens du temps est altéré. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tourner, c'est-à-dire qu'il y a les heures qui tournent, hein. Logiquement les aiguilles font ça, mais en fait on se rend plus compte de rien, en fait on est concentré sur son objectif, sur ce qu'on fait, et le rapport au temps change, c'est-à-dire que c'est un rapport au temps, ça va être l'inverse, que quand on s'ennuie on voit pas le temps passer, bah ici au contraire alors c'est pas qu'on voit, pardon excusez-moi, quand on est en situation d'ennui, le temps paraît très long. Alors qu'ici, c'est même pas que le temps paraît court, c'est qu'on n'est pas, comment dire, on est connecté sur ce qu'on fait dans le présent, et donc on n'a pas de rapport au temps compliqué. Alors, ça renvoie tout ce que je viens de vous dire à une notion qu'utilise Mihaly, qui s'appelle, il parle d'activité autotélique. Télique, ça renvoie à télos en grec, le but. Auto, but, ça veut dire quoi? En fait, les activités de flow sont des activités qui ont un intérêt intrinsèque. C'est-à-dire que le plaisir qu'on trouve est dans l'activité elle-même. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que n'importe quelle activité peut avoir un intérêt intrinsèque. On ne fait pas cette activité pour obtenir quelque chose d'autre. Cette activité en soi nous procure du plaisir. D'accord. Et ça, c'est important à comprendre, qu'une activité qui procure du plaisir en soi est une activité autotélique. Elle a pour but elle-même, pas autre chose. Je vous prends un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, va suivre un cours parce que derrière, il veut avoir une bonne note pour avoir tel métier, il est dans une logique plutôt extrinsèque. La motivation repose sur le fait que c'est pas le savoir en tant que tel qui l'intéresse, c'est comment le savoir va lui permettre d'obtenir autre chose. Pour prendre un exemple justement opposé, on peut avoir rapport de plaisir au savoir, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir comment, je sais pas, fonctionne l'univers, ou par exemple les corps vivants quand on fait de la biologie, mais on veut le savoir en soi, pas pour avoir des bonnes notes ou pour avoir un métier, mais parce qu'en soi ça nous intéresse. Donc ça c'est très important, la même activité peut être réalisée de façon justement autotélique ou pas. Et les activités de flow, ce qu'a remarqué Mihaly, c'est que c'est des activités qui ont pour but elles-mêmes. C'est pas une motivation extrinsèque, c'est pas quelque chose d'extérieur qui va donner du sens à ces activités. Voilà. Alors, quel bilan tu peux faire de tout ce que je viens de dire? Alors, si tu as bien compris, hein, on distingue ici une situation où on est beaucoup plus compétent que la tâche qu'on fait, donc on s'ennuie. Ici, c'est l'inverse, une activité où on n'est pas assez compétent alors qu'elle est difficile, donc on est super stressé. Ici, beaucoup d'activités chronophages, on passe beaucoup de temps à faire des choses pas très finalement gratifiantes. Et enfin, les activités ici de flow. Alors on parle également d'expérience optimale, hein, je pense que le terme est bien choisi. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la vie d'un individu, on va retrouver toutes ces activités. Et ce qui est important, c'est que dans le temps que tu passes dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, c'est quel type d'activité qui va être dominante. Alors justement, là pour terminer, je voudrais prendre une citation de Mihaly que je trouve très intéressante. Il dit: chaque individu dispose d'une attention limitée, qu'il peut orienter intentionnellement comme un rayon d'énergie, ou qu'il peut disperser dans des activités décousues ou aléatoires. C'est-à-dire que notre attention, on peut la focaliser sur une activité, ou au contraire, on peut se laisser aller et à plein d'activités qui n'ont pas beaucoup de sens et qui partent dans toutes les directions. D'accord. Donc ça, c'est la situation de flow, ça, c'est la situation à éviter. En fait, la vie d'un individu ressemble à la façon dont il utilise son attention. Donc en fait, le travail de ce psychologue est assez intéressant, de se poser la question finalement, qu'est-ce que je fais dans ma vie, même à l'instant T. Là par exemple, tu as fini de regarder la vidéo, c'est intéressant de se dire qu'est-ce que tu vas faire derrière, qu'est-ce que tu choisis de faire.
Et que souvent, en fait, c'est pas nous qui décidons, c'est souvent notre smartphone, nos notifications, enfin tout ce qui est autour de nous, les gens autour de nous. Et c'est intéressant toujours de se poser la question de qu'est-ce que je suis en train de faire, quelle est mon intention, et de focaliser mon attention sur cette intention. Et donc, c'est évidemment ces activités que Miali nous conseille de rechercher et d'éviter celles-ci. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais en avoir, hein, mais les limiter. Alors concrètement, hein, la plupart du temps, ça veut dire réduire fortement le recours aux réseaux sociaux, parce que ces derniers sont souvent chronophages et correspondent vraiment à une situation de cycle optimale. Alors, on est souvent dans une situation comme celle-ci, voire comme celle-ci, pour combler son ennui, on scrolle. Et je te conseille une chose, c'est au contraire de développer les activités de flow. Et pour prendre des exemples, ça serait bien que, je sais pas, demain tu peux cuisiner un gâteau, un plat, ça fera plaisir autour de toi. Tu peux rédiger, je sais pas, un poème, ça paraît bizarre mais ça peut être utile. Ça peut rédiger une lettre vers un ami ou un grand-parent. Ça peut être par exemple faire du sport, jouer au foot. Quand on joue au foot, c'est évident qu'on est super concentré. C'est une activité qui a pour but elle-même, c'est-à-dire que tu vas chercher à marquer des buts, etc. Ça peut être la musique si tu fais de la musique, ça peut être aussi des activités comme, je sais pas, faire de la méditation, du yoga, ça peut être lire un livre, ça peut être, je sais pas, faire une vidéo avec ton smartphone, comme je le fais maintenant, ça peut être faire une série de photos sur un thème que tu as choisi, ça peut être 10 000 choses. Ce qui est important, en fait, beaucoup d'activités peuvent devenir des activités de flow, dans la mesure où on les fait avec une intention et avec une attention élevée. Voilà, j'espère. Si cette vidéo t'a plu, c'est bien de mettre un petit like, comme ça me permettra de la faire mieux connaître.